Salut à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo pronostic de WWE Elimination Chamber 2021. La route vers WrestleMania est lancée. On s'en rapproche de plus en plus. Là, ça commence un petit peu à frémir. Allez, on a une carte qui commence petit à petit à se dessiner, où on a des idées qui commencent à émerger du côté de WrestleMania, de ce qui pourrait arriver. Là, ça devient, on va dire, un petit peu plus clair, même s'il reste donc deux pay-per-view avant cela, donc Elimination Chamber ce dimanche et Fastlane un mois après. Donc il peut encore se passer bon nombre de choses, mais en tout cas, me concernant, je commence à y voir un petit peu plus clair, mais évidemment, après le pay-per-view de dimanche, on en saura un petit peu plus, a priori, sur ce qui va se passer. Alors un pay-per-view un peu particulier dans la mesure où, on pourrait le dire, comme dirait Adam Pearce, carte subject to change, parce que on a une carte assez, on va dire, incertaine, assez instable par rapport à ce qui est pour l'instant annoncé. Il y a un match qui était prévu qui n'aura donc pas lieu, mais on ne sait pas encore s'il va y avoir un remplacement ou si le match va être complètement purement et simplement annulé. Des participants, est-ce qu'ils vont vraiment pouvoir participer? Est-ce qu'ils sont véritablement blessés? Est-ce que c'est du kayfabe? Ou alors est-ce qu'il va pas y avoir un petit coup de Trafalgar pour placer quelqu'un d'autre à la place? Voilà, j'ai deux trois idées comme ça. Donc un pay-per-view qui a pas une carte encore très très dense, puisque pour l'instant, alors si on inclut vraiment tous les matchs, même celui qui a de bonnes chances de ne pas avoir lieu, mais peut-être, on en aurait 5 pour le moment, mais pour l'instant, on n'a pas encore de grande certitude sur tous les matchs. On peut déjà parler des matchs potentiels. Alors, j'en ai que deux à vous proposer, qui seraient les plus logiques. Ce serait Shayna Baszler et Nia Jax, les championnes tag team, contre Lana et Naomi. Ouais. The Ravishing Glow, comme on pourrait les appeler, même si leur nom n'a pas été officialisé, le nom de cette équipe. Voilà, comme d'habitude, on aime associer des filles qu'on aime appeler à l'écran des best friends, entre guillemets, alors que elles sont meilleures amies depuis une semaine. Voilà, comme Natalia et Naomi, comme Brooke et Rose, comme Evans et Royce. Bref, ils aiment bien faire ça, nous faire croire que ce sont les meilleurs amis du monde, alors qu'elles se connaissent depuis une semaine. Bref, donc on a ce match qui potentiellement pourrait s'ajouter à la carte. Alors évidemment, il donne pas très envie, mais ça peut faire aussi kick-off. On l'a vu, au Rumble. Ils avaient déplacé le match tag team féminin dans le kick-off. Ils pourraient peut-être faire pareil. Franchement, quand on voit l'affiche, Jax Baszler contre Lana Naomi, ça intéresse qui? Franchement. Donc voilà, ils ont fait ce match avec effectivement Naomi là qui a piné quand même Asuka il y a quelques temps. Là, elle a piné Baszler. Ouais, c'est chaud. Et là, Lana donc a eu un match hier soir à Raw. Bon, elle l'a perdu heureusement, parce qu'il faut quand même donner un petit peu de victoire aux championnes, quand même. Mais il y a cette histoire aussi qui est revenue un peu sur le tapis entre Lana et Nia Jax à cause de cette histoire de passage successif sur les tables il y a quelques mois ou quelques semaines, oui, quelques mois de cela. C'est revenu un peu sur le tapis. Ils ont enfin compris qu'il fallait quand même faire ce tables match qu'on attendait depuis peut-être même TLC et qu'ils n'avaient pas fait. Alors qu'on attendait, on est d'accord, c'est pas avec impatience quand je dis ça, et qui était, on va dire, potentiel pour TLC, on va dire. Et finalement, ils l'ont fait la semaine dernière à Raw, c'était de la merde. Lana a gagné même un petit peu par chance, si on peut dire. Et puis avec cette histoire de My Hall, on va pas revenir dessus parce que déjà rien que d'en parler, ça m'énerve parce que c'est vrai qu'ils ont capitalisé là-dessus à SmackDown, ils l'ont encore refait hier à Raw avec de multiples jeux de mots. Sans parler de Raw Talk juste après, l'interview backstage aussi de Jax et Baszler. Ils ont continué avec les jeux de mots, avec le Hall WHOLE, c'était encore un jeu de mots qui était souvent repris. Bon bref, voilà. Donc voilà, on a trouvé c'était une nouvelle équipe de Lana et Naomi là. Et donc elle s'adjuge un match de championnat.
Parce qu'elles ont gagné leur chance. Et oui, elles ont gagné leur chance dans un triple threat. Donc voilà. Voilà. Si on doit faire un pronostic, hein, conservation des titres, je vois pas de changement de titre là. Jax Bessler, je pense qu'on va encore les laisser en équipe au moins jusqu'à WrestleMania. Et comme je vous avais donné, je vous avais dit dans des vidéos précédentes, moi je reste toujours dans mon idée que ce sera la Riot Squad qui ira chercher les titres. Alors peut-être qu'il y aura plusieurs équipes hein, dans le match, un Fatal 4-Way par exemple, un Triple Threat, et qu'on va caser plusieurs filles, et que Riot Squad gagnera grâce à Billie Kay, parce que Billie Kay a besoin d'enfin faire gagner son équipe, enfin son équipe, hein, c'est pas fort là. Disons qu'on a du mal à les associer actuellement, mais bon, elle reste encore un petit peu collée à elle, même si la Riot Squad n'en veut pas trop, mais je pense que l'histoire c'est vraiment qu'elle les fasse gagner à WrestleMania cette fois-ci, et qu'on ait un happy ending. Pour moi c'est comme ça que ça doit s'écrire. Donc pour moi, Jax Bessler conserve les titres. Et évidemment, il ne faut pas oublier Dakota Kai et Raquel Gonzalez qui viennent de gagner la Dusty Cup pour pour le tournoi féminin, et qui leur permettent aussi de s'adjuger un match par équipe, un match de championnat par équipe. Donc aussi, on attend peut-être donc Jax Bessler, si c'est bien Jax Bessler qui resteront championnes à ce moment-là, contre Kai et Gonzalez. Je pense qu'ils vont le faire parce que ça s'écrit. Effectivement, il y a ah oui, les deux big women, Raquel contre Nia Jax, oui, forcément, c'est un face-à-face ils vont vouloir le mettre en avant, ça c'est sûr. Et puis évidemment, bon à NXT, il y a une vieille histoire entre Dakota Kai et Shayna Baszler, ou à l'époque où Dakota Kai était face, et où elle se faisait vraiment bully, hein, et brutalisée, martyrisée par Shayna Baszler, qui lui faisait vraiment très peur. Ça a été repris d'ailleurs sur Twitter. Shayna Baszler l'avait repris. Donc oui, il y a un petit historique, donc ils peuvent refaire ce match. Ils peuvent le faire ce match, pardon, en 2 contre 2. Je ne sais pas quand, Mania, avant, difficile à dire. Mais si ça permet de remettre les titres par équipe du côté de NXT, je ne dirais pas non, évidemment. Même si, comme je vous le disais, je pense que la Riot Squad va avoir son mot à dire à WrestleMania. Donc conservation du titre pour Jax et Baszler si le match devait avoir lieu. Un deuxième match que je vous proposerais, ce serait, alors il y a 2 possibilités, c'est Big E contre Apollo Crews pour le titre intercontinental, ou Big E contre Nakamura pour le rematch de la semaine dernière, puisqu'il y a eu un match puisque Big E commençait à lancer un Open Challenge, sauf que Apollo Crews est arrivé, il a interrompu, il lui a dit oui, là t'es en train de lancer un Open Challenge, hein, c'est moi qui vais me mettre dedans. C'est moi qui vais me mettre dedans. Sauf que Big E il en voulait pas, il voulait pas de Apollo Crews, il voulait quelqu'un d'autre, quelqu'un de neuf. Et finalement, finalement ça a été effectivement Nakamura qui est arrivé. Et puis finalement Apollo Crews qui était aux abords du ring est arrivé, il est intervenu. Et ça a provoqué un DQ, donc il y aura sûrement un rematch entre Big E et Nakamura, mais peut-être hein, qu'il y aura un triple threat match avec Apollo Crews en plus. Donc voilà, Big E, Apollo Crews, Nakamura, voilà une petite combinaison hein, à 1 contre 1 ou en triple threat pour l'Elimination Chamber. Voilà, c'est un match qui est de potentiel. S'ils le font pas, ils le feront pour SmackDown. Voilà, ce vendredi ou vendredi prochain. Voilà, ils le réserveront peut-être pour les weekly. Et Jax Baszler contre Lana Naomi aussi, peut-être pour les weekly, on verra bien. Voilà, j'ai pas vraiment d'autres matchs à vous proposer. Le reste, ce sont déjà toutes les feuds actuelles. Et qui sont il y a beaucoup d'hommes déjà qui sont occupés dans les chamber match, donc ça limite les possibilités aussi hein, il faut le dire. Donc voilà, pour l'instant je ne vous ajouterai que ces matchs là. Voilà, il y aura un seul match de kick-off, hein, ça sera à minuit, hein, minuit le kick-off, 1h du matin le pay-per-view, donc un match a priori en kick-off à caser. Ça sera peut-être un match relégué, hein, comme ils l'ont pu le faire la dernière fois au Rumble. Ils vont peut-être reléguer, peut-être justement le match tag team féminin, peut-être. Qui vont ajouter peut-être dans un premier temps et qui relégueront en kick-off dans un second temps. Allez, on va passer tout de suite maintenant aux matchs qui ont été annoncés ou pas, justement. On va commencer justement par Asuka contre Lacey Evans pour le titre féminin d'Euro. Eh bien oui, voilà, vous avez vu cette petite croix, enfin cette grosse croix rouge, point d'interrogation, puisque je pense que vous le savez maintenant, à Raw, il s'est passé quelque chose, puisqu'on a eu un match d'abord, alors il y a eu un segment la semaine d'avant hein, où Ric Flair avait fait une promo avec Lacey Evans, où Lacey Evans expliquait que Ric Flair avait était allé voir les officiels pour dire que elle allait avoir un match donc contre Charlotte,
le soir même, hein, la semaine dernière, et que si elle battait Charlotte, elle avait un match de championnat contre Asuka. Et le match a eu lieu, et bon bah avec Ric Flair qui était aux abords du ring, à un moment donné, Charlotte a pété un câble. Elle a pas arrêté de s'en prendre à Alicia Evans. L'arbitre essaie de la retenir, mais en vain. Disqualification, victoire de Alicia Evans, et donc, bah, Charlotte, bah, du coup, donne, hein, elle offre véritablement une chance à Alicia Evans pour le titre. Voilà, et c'est ce qui est arrivé, et donc le match a été officialisé pour l'Elimination Chamber. Sauf qu'hier, on a eu un match 2 contre 2, justement, entre Charlotte et Asuka. Donc on se souvient subitement qu'elles sont encore une équipe, et encore, c'est pas non plus gravé dans le marbre, et puis surtout que elles ont perdu les titres par équipe, et moi finalement j'aimais bien l'idée quand même de les resplitter, mais là on les réassocie pour l'occasion, j'espère que c'est pour l'occasion, pour affronter Peyton Royce et Lacey Evans, qui aussi, il fallait le rappeler, sont censés aussi être une équipe, hein, mais c'est vrai qu'on commençait un peu à l'oublier depuis le gros push là de Lacey Evans, hein, Peyton Royce était également mise un peu sur le bas-côté. Et bah, Peyton Royce a fait tout le boulot, elle a fait tout le boulot sur le ring, avec Asuka, avec Charlotte. Et puis, jusqu'au moment où Peyton Royce fait le changement avec Lacey Evans, qui s'était vraiment très protégée, hein, en se mettant derrière le poteau. Hein. Elle avait donné des petites instructions à Peyton Royce, hein, dans l'oreille. Et elle fait le changement malgré tout. Donc Royce a fait le changement avec Evans. Et cette fois-ci, bah, Charlotte l'attend. Elle l'attend de pied ferme, bien entendu. Hein. C'est la feud actuelle. Mais sauf qu'elle part à l'extérieur, elle prend le micro, elle dit « Ne me touche pas, surtout ne me touche pas. Je suis enceinte. » Là, j'ai fait quoi? Là, non, ils vont pas oser. Et en plus avec Ric Flair là, qui commençait à être tout joyeux là. Wouh, wouh. Oh putain, là j'étais vraiment dans un malaise total. Je me dis non, ils sont même pas allés là. Oh non, 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 ils ont touché le fond là. Là, ils ont touché le fond. C'est pas possible. Ils l'ont pas fait. Non, c'est pas possible. Alors heureusement, on va dire, si je puis dire, on apprendra rapidement dans les petites news là, les petites gazettes, si je puis dire, du catch sur Twitter. Rapidement durant la soirée, on apprenait déjà que ce serait finalement, alors c'était d'abord une rumeur, qu'elle était véritablement enceinte, hein, de son mari, hein, bien sûr, dans la vraie vie, Lacey Evans, et ça a été finalement confirmé par pas mal d'autres sources. Donc on peut le dire, elle est réellement enceinte. Et ce qui se dirait aussi, c'est que finalement la VVE a appris ça le jour même. Vraiment quelques heures avant le Monday Night Raw, et du coup ils ont dû complètement changer les plans et au dernier moment, hein, modifier le booking au dernier moment, parce qu'effectivement Lacey Evans, elle devait avoir un match à l'Elimination Chamber, donc évidemment la VVE n'est pas conne, elle va pas booker ce match dans un pay-per-view si elle savait pertinemment qu'elle était déjà enceinte, ce serait bizarre. Alors certes, ça peut être du kayfabe, mais là ça n'aurait aucun sens. Oui, ça n'aurait aucun sens. Quand bien même, effectivement, Evans, elle est à coquiner avec Ric Flair depuis plusieurs semaines, certes, mais là, bon, je pense que la VVE ne le savait véritablement pas, et ils ont dû vraiment composer et organiser cette petite mascarade. D'ailleurs, le match s'est terminé sur finalement un no contest, hein, il n'y a même pas eu de décompte à l'extérieur, bizarrement, alors qu'elle aurait dû l'être, hein, Evans, bref, c'est pas grave. Donc, on en est rendu là, donc la bombe est lâchée. Et du coup, on se retrouve avec un match, forcément, qui ne pourra plus avoir lieu, évidemment. Alors, on ne sait pas encore véritablement ce qui va se passer avec Evans, puisque évidemment, ça l'empêcherait pas d'être encore un peu à l'écran, de faire des promos, de faire des apparitions, hein, évidemment, puisque là, on voit que visiblement, hein, elle doit pas être enceinte de beaucoup, hein, ça doit être quelques semaines, vraiment de pas beaucoup. Donc, elle peut continuer quand même à faire des apparitions à l'écran. Maintenant, évidemment, elle ne fera plus rien sur le ring, ça c'est évident, évidemment. Mais on sent que c'est quand même pas la même situation qu'avec Becky Lynch, qui semblait quand même un petit peu plus, allez, prévu et planifié que là. Hein, où là on la prend vraiment au dernier moment, et je pense que la VVE aussi était prise au dépourvu. Donc on se retrouve avec ça. Et ça va peut-être foutre un coup un peu à l'histoire entre Charlotte et Lacey Evans, qui était peut-être parti pour aller jusqu'à WrestleMania, hein, on sait jamais, voire Fastlane, hein, si c'était avant, même si cette affiche de toute façon ne donnait pas très envie, mais ça aurait pu être une suite de transition pour Charlotte, en attendant Asuka, Charlotte Asuka pour WrestleMania, hein, je pense qu'on partait là-dessus, à mon humble avis, mais bon, du coup on peut oublier tout ça. Maintenant, bon la question se pose, est-ce qu'elle va être remplacée, ou est-ce que le match va être purement et simplement annulé?
Voilà, y a que ça comme question à se poser, hein. Donc, euh, alors admettons qu'elle soit remplacée. Le choix le plus naturel, ce serait Peyton Royce, puisque c'est, allez, entre guillemets, la partenaire de Lacey Evans. Donc oui, on pourrait se dire, bon, bah, Peyton Royce, puisque là, il voulait la pousser solo depuis un moment, bon, bah, ils l'ont pas, finalement, ils l'ont mise en équipe avec Evans, donc c'était assez bizarre. Donc c'est peut-être l'occasion, hein, finalement, est-ce que c'est pas la meilleure des choses pour Peyton Royce, pour finalement prendre son envol? Là, c'est peut-être justement la grosse ouverture pour pouvoir enfin faire décoller sa carrière en solo. Cette absence finalement en tout cas de in-ring, on va dire, de Lacey Evans, possible. Donc, soit ils y vont avec Peyton Royce. Maintenant, si ça arrive, bon, conservation d'Asuka, hein, je vois pas de changement de titre là, hein, franchement. D'ailleurs, avec quiconque, hein, je peux vous le dire tout de suite, enfin, je vois pas de changement de titre pour Asuka maintenant, hein. À la limite, j'aurais peut-être pu avoir un doute si Evans avait été participante. Avec Ric Flair dans les parages, bon, il y aurait eu sûrement une intervention de Charlotte. Bon, je serais quand même parti, je pense, sur Asuka. Mais il y aurait peut-être pu avoir un doute. Mais bref, mais là, avec n'importe qui d'autre, je pense pas qu'il y aura de changement. On va pas commencer à lancer des gros fantasmes là, encore du Ronda, du Becky, du Tessa Blanchard, du Rhea Ripley. Alors oui, Rhea Ripley, dont on ne sait toujours pas dans quel roster elle va être affectée, mais peut-être que Rhea Ripley, ça pourrait être la bonne idée, hein. Franchement, ça serait sympathique. Alors, c'est alors évidemment commencer comme ça, bon, je pense pas qu'elle arriverait directement pour prendre le titre, hein. Ou alors elle peut faire une Page, hein. Page l'a fait, mais bon, ouais, ça serait quand même couillu. Je ne pense pas qu'ils le feront. De lui faire gagner le titre comme ça directement, mais en tout cas l'idée de mettre un replay, moi elle me plairait énormément, énormément. J'aimerais bien qu'il le fasse, mais je suis pas sûr qu'il le fasse, hein. Franchement, Riconing, je pense à Riconing, à Miaim. Alors on sait qu'elle était prise, enfin était contrôlée positive au Covid, donc là elle est absente depuis bien 2 semaines là, 2-3 semaines. Donc je pense que là la quatorzaine va être terminée, donc pour dimanche, je pense que ça pourrait le faire. Potentiellement. Donc pourquoi pas Riconing? Elle a rien eu. On lui fait rien faire. Elle est en low card total. Allez, faites-lui un petit match. Ça pourrait être sympathique. Voilà une bonne option. Voilà, je pense que par contre les options Brooke, Rose, je les exclurais. Jax Bessler, je ne pense pas non plus. Voilà, sont en tag team, donc je pense pas qu'on le fera. Ils vont les laisser comme ça. Donc, on va dire, s'il doit y avoir une remplaçante, je mettrai Peyton Royce pardon, en numéro 1 et Rhea Ripley en numéro 2 et en option peut-être un peu moins crédible, on va dire, Riconing, voilà, qui pourrait être pour son grand retour, enfin grand retour entre guillemets, en numéro 3. Mickie James, on l'a déjà vu, elle a déjà eu sa chance. Je pense pas qu'ils ressortiront Mickie James du placard pour l'occasion, puisqu'elle était censée être revenue, même rétablie. Donc je pense pas que ce sera pour Mickie James. Voilà, mais si ça se trouve le match sera purement et simplement annulé, hein. Mais c'est vrai que c'est triste pour Asuka qui à nouveau bah, passe au second plan là-dedans, quoi. Et il y a cette histoire de grossesse maintenant qui finalement était en train de s'instaurer dans le titre féminin, quoi. Alors autant, alors si c'était du côté de Charlotte, voilà, Charlotte qui n'était pas championne, Charlotte avec Evans qui continue leur merde à la limite, mais même si ça me plaît pas, mais au moins ça écartait, on écartait le titre de l'histoire. Mais là maintenant avec Evans qui devait affronter Asuka, on était en train d'intégrer ça, d'intégrer le titre à l'affaire. Donc ça commençait, ça me plaisait pas du tout. Donc allez, finalement c'est un mal pour un bien, tout ça. Bah voilà, donner une remplaçante, voilà, donner une petite adversaire à Asuka, elle a rien à faire, voilà. Et puis il y a pas de match féminin, hein, pour l'instant, hein, à part ça. C'était le seul match féminin annoncé, donc bon, allez, je pense qu'ils vont le faire. Moi, je pense qu'ils vont le faire. Allez, le tag féminin, ça peut faire le kick-off. Alors, on sait pas, j'ai pas parlé de Sasha Banks, mais je pense pas qu'ils feront de Banks Carmella, puisqu'ils l'ont déjà eu plusieurs fois, et là, je pense qu'on en aura le cul. Belair, elle est en train de choisir, plus ou moins, enfin, on n'est pas encore sûr de son choix, mais je pense qu'elle va partir sur Banks. Mais bon, ils vont pas faire un match Bailey Banks maintenant, Belair contre Banks maintenant. Voilà, Bailey ou Bailey végète, donc elle a rien à faire. Donc, il n'y a rien de spécial, il n'y a pas de feud. Donc voilà, pour l'instant, je partirais peut-être plus pour une conservation de ce match, en tout cas du match, et changement d'adversaire. Donc on verra bien si c'est
si c'est Reckoning, Ripley ou Peyton Royce qui semblerait le choix le plus logique. Mais en tout cas, conservation de la part d'Asuka. Allez, match suivant. Triple threat match pour le titre US entre Riddle, Keith Lee et Bobby Lashley, le champion. Puisque effectivement, Riddle, qu'on croirait qu'il pourrait plus être dans la course, et ben pourtant il l'est toujours. Il l'est toujours, puisqu'il s'est quand même cassé le cul à gagner un gauntlet match entre tous les membres de Hard Business, hormis Lashley, hein. Et s'il gagnait ce gauntlet match, il pouvait affronter Lashley pour le titre. Et là, il avait réussi à gagner. Sauf que une fois que le match a eu lieu à Raw face à Lashley, Lashley a pété un câble, il a porté une hurtlock, mais qu'il n'a pas voulu relâcher. L'arbitre pourtant lui avait demandé de le faire, et du coup il s'est fait disqualifier comme un con. Voilà, se faire chier à faire un gauntlet match pour avoir un match de championnat et tout ça pour finir avec un DQ à la merde, franchement, tout ça pour ça quoi. Alors, du coup Riddle, techniquement, ça le laissait toujours dans la course, du coup, hein, puisqu'il avait comme gagné par DQ. Et il y a eu un match entre Riddle et Keith Lee la semaine dernière. Victoire de Keith Lee, justement, avec sa Spirit Bomb. Petit geste, voilà, très fair play, hein, entre dire deux potes. Voilà, Keith Lee qui essaye de relever très sympathiquement Riddle, sauf qu'au moment où il le relève, paf, Hurtlock. Intervention de Bobby Lashley qui s'attaque aux deux. Grosse hurtlock justement donc sur Riddle au centre du ring. Donc là il a cadenasse pendant un petit moment. Et ensuite il vient à l'extérieur. Il s'en prend à Keith Lee, le balance contre le poteau. Et ensuite il vient prendre des escaliers d'acier et lui donner un coup avec. Du coup, il s'écroule sur la table des commentateurs, Keith Lee, il roule, il tombe complètement au niveau des commentateurs, quoi. Il retombe vraiment de l'autre côté, et voilà, on en est resté là. Et justement, Keith Lee était absent hier de Raw. Il était absent. Donc évidemment, il y avait une question qui se posait, est-ce que il vendait justement cette attaque de la semaine dernière, ou bien est-ce qu'il y avait encore un problème vis-à-vis du Covid, hein, puisque évidemment, il vient de s'engager d'ailleurs, hein, félicitations. Il vient de s'engager, de se fiancer avec Mia Yim. Donc Mia Yim étant positive, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Est-ce qu'il n'est pas contrôlé? Finalement, est-ce qu'il n'est pas positif? J'espère pas. En tout cas, le match est toujours annoncé pour dimanche. Donc on va supposer qu'il vend toujours cette attaque de la semaine dernière. Mais du coup, ça faisait bizarre, puisque hier, Keith Lee n'était pas là. Riddle, lui, était bien là, en équipe avec la Lucha House Party pour affronter le Hard Business au complet hors Bobby Lashley. Victoire justement de Riddle et de la Lucha House Party, hein. Le pin a été fait par Riddle sur MVP et derrière, à nouveau, attaque par derrière de Lashley qui dégage la Lucha House Party assez facilement et hardlock à nouveau sur Riddle. Voilà. Et d'ailleurs à noter entre parenthèses que Alexander, il l'a joué vraiment esprit d'équipe là. Alors là, aucune tension. Est-ce qu'on aurait arrêté cette histoire de tension avec Alexander, ou est-ce que c'est pour mieux nous surprendre? Est-ce qu'ils vont relancer ça plus tard? Moi, franchement, s'ils devaient abandonner ça, moi je serais très content, hein, parce que je trouvais que c'était n'importe quoi de le faire, cette espèce de tension. Maintenant, bon, ça n'aurait aucun sens en soi, hein, s'ils abandonnaient ça, puisqu'ils ont commencé, alors autant continuer. Mais sur le principe, ça m'arrange, hein. J'avoue que ça m'arrangerait qu'ils arrêtent la tension. Mais voilà, à noter que Alexander, pour l'instant, il est en tout cas hier, il était assez dans l'esprit d'équipe. Donc là, on a un Lashley qui ressort fort à nouveau, hein, encore une fois, de la feud, mais qui pourrait être intéressante entre ces trois hommes. Sauf que voilà, Keith Lee était absent des débats. À Raw Talk, hein, il y a eu quand même 2-3 mots là-dessus, puisque MVP et Lashley étaient invités. MVP a dit là, il est où Keith Lee? Il était où ce soir? Il est en train de panser ses plaies là, de soigner ses blessures, hein. Bah oui, effectivement, on sait pas. Et Caruso disait franchement, moi, on va dire en tant que journaliste, j'ai pas d'infos particulières, je peux pas trop vous en dire plus. Voilà, donc on savait pas trop ce qu'il en était de Keith Lee, en tout cas in kayfabe. À noter qu'il il est venu en béquille quand même, MVP, puisqu'il a précisé que lors de son match contre Riddle, c'était la semaine d'avant, il avait affronté Riddle. Il avait un petit peu, il avait un peu tourné sa cheville, son genou avait un peu tourné, et que du coup, elle a eu du mal lors de son match ce soir, enfin hier soir du coup. Maintenant, je pense que c'est du kayfabe, hein, puisque si c'était une vraie blessure, je pense pas qu'il aurait fait lutter
hier soir, hein, probablement. Donc puis j'ai pas eu l'impression pendant le match qu'il avait particulièrement mal au genou. Mais sait-on jamais, peut-être que le coup des béquilles, ça pourra peut-être servir dans le match. Sait-on jamais qu'il pourra peut-être s'en servir contre Riddle ou Keith Lee, ou les deux, à l'extérieur, hein, un petit coup de béquille là en traître. Ça pourrait être quelque chose, une arme utilisée, hein. Sait-on jamais. Ça, il faudra quand même le garder en tête. Alors, donc on considère que tout le monde est là, hein, on considère que Keith Lee sera là, hein, donc encore une incertitude, hein, comme je vous disais tout à l'heure, beaucoup d'incertitudes dans ce show. Le résultat, le pronostic, conservation pour moi de Bobby Lashley, qui ne doit pas perdre son titre maintenant. Parce que pour moi, l'idée, je pense, hein, et pour le coup, alors si ça arrive, ce sera un bon pronostic, hein, puisque si vous n'avez pas regardé ma vidéo, on va dire de la carte prédictive de WrestleMania que j'avais faite en début d'année, j'avais mis Bobby Lashley contre Keith Lee pour le titre US. Et donc je reste encore sur cette idée, et pour moi ça a l'air encore plus que faisable, et je pense que justement Matt Riddle est là pour prendre le pin, ou en tout cas plus probablement la soumission, la Hurtlock de Bobby Lashley. Je pense que ça va être ça, et que ça va protéger Keith Lee justement, protéger Keith Lee pour ensuite avoir enfin la feud entre les deux, puisque voilà, Riddle, il a eu maintes fois sa chance, voilà, je pense qu'on va passer à autre chose par la suite, et on va commencer à builder la feud entre Lashley et Keith Lee, d'autant plus, voilà, comme je l'avais dit justement hein, dans ma vidéo carte prédictive de WrestleMania, les deux s'étaient affrontés au mois de novembre, hein, c'était un match qui permettait de déterminer qui participait à un triple threat match pour affronter Drew McIntyre à TLC. Il y a eu un Lashley contre Keith Lee, donc dans un match de qualification, et Keith Lee avait été le seul, hein, si je ne me trompe pas, c'était le seul à avoir véritablement résisté à la Hurtlock, hein. Avec ses gros bras, forcément, c'était très difficile de faire le tour, du coup même de Keith Lee, et il avait résisté. Il était retombé en arrière là pour écraser Lashley, et c'est là que MVP était intervenu de façon complètement stupide et provoqué un DQ, une victoire donc de Keith Lee, ce qui lui avait permis de se qualifier pour le Triple Threat match que AJ Styles avait gagné par la suite, hein. Voilà pour la petite histoire. Donc pour moi ça fait sens, et ça sera un élément, ce match de mois de novembre sera un élément, je pense, de narration pour construire le match à WrestleMania, en disant, à l'époque, on s'était affronté, et je te rappelle, Bobby, que t'avais pas réussi à cadenasser ta Hurtlock, hein, moi j'avais résisté, donc tu peux t'inquiéter, et donc moi j'ai envie de te prendre la ceinture, j'ai envie de t'affronter, tout simplement, voilà, et en plus, je n'ai pas pris le pin à l'Elimination Chamber. Voilà, ça c'est ce qui pourrait être dit après. Voilà comment je vois les choses. Donc conservation de Lashley, qui ne doit absolument pas perdre son titre maintenant. Il est sur un long run, hein, mine de rien. Mais je pense qu'un long run comme ça, il faut qu'il s'achève plutôt à WrestleMania, avec peut-être justement la première ceinture, le premier titre de Keith Lee dans le main roster. On voit bien qu'il est malheureusement, c'est peut-être finalement pas plus mal pour le moment. Là, on le met en mid-card. Ça peut monter après par la suite, parce qu'on l'avait monté très haut. On l'avait mis face à Orton, on l'avait mis au milieu de McIntyre et d'Orton. Là, on le redescend, mais c'est peut-être pas plus mal. Voilà, avec Lashley, ça pourra faire un match très correct. Et d'ailleurs, le match du mois de novembre en question était justement très correct, hein, je me souviens, hein, il était vraiment pas mal. Voilà donc ce qu'on peut faire. Donc victoire de Lashley pour moi. Match suivant, allez, un des gros matchs, hein. Elimination Chamber pour le titre de Raw, donc le titre de la WWE. Drew McIntyre défendra son titre face à Jeff Hardy, à AJ Styles, à Randy Orton, à Sheamus et à Kofi Kingston. Kofi Kingston qui a remplacé le Miz au dernier moment hier soir. Alors, on revient aux origines de ce match. Adam Pearce et Shane McMahon à Raw étaient arrivés. C'était quoi la semaine dernière, il y a une ou deux semaines. Ils étaient arrivés et ils avaient carrément balancé la carte de tous les adversaires de Drew McIntyre pour l'Elimination Chamber. Et ils étaient partis du principe qu'ils allaient proposer que des anciens champions face à McIntyre, que des anciens champions de la WWE, hein. Et effectivement, avec le Miz et tous les autres, c'était le cas. Maintenant,
Effectivement, c'était quand même pas, ça sentait pas la jeunesse, hein, ce plateau, on va dire. Hein. On était quand même grosso modo que sur des cadras en dehors de McIntyre, hein, qui était quand même le plus jeune sur le papier, du coup. Il le reste d'ailleurs, il le reste sur ce plateau-là. Il reste le plus jeune, mais le reste c'est quand même des gros cadras. Donc c'est pas non plus la prime jeunesse. Voilà, moi j'aurais bien aimé un Riddle, j'aurais bien aimé un Keith Lee justement, même un Bobby Lashley, mais bon, on les a laissés en mid-card, tant pis. Mais il y avait peut-être moyen d'en glisser d'autres quoi. Alors vous me direz oui, Lashley aussi, il est pas tout jeune, hein. Certes, mais au vu de son booking, je suis désolé, actuellement il est monstrueux, hein. Donc il aurait eu toute légitimité pour entrer dans ce match, hein. Ça c'est mon avis personnel, hein. Bref, voilà. Alors, donc oui, le Miz qui était dans ce match, effectivement je ne comprenais pas. Je pense qu'on était nombreux d'ailleurs à se poser la question. Pourquoi mettre le Mr. Money in the Bank dans ce match? Il a déjà une chance d'être champion avec cette mallette. Alors pourquoi le mettre dans un match de championnat? C'était déjà, ça n'avait pas vraiment de sens en soi. Et heureusement, ils sont quand même revenus à la maison, à la raison, pardon, avec le Miz qui a invité Drew McIntyre au Miz TV hier soir. Donc voilà, il a un petit peu énervé, hein, Drew McIntyre, hein, et il lui a rappelé que évidemment qu'il pouvait cacher, etc., qu'il était en danger. Avant WrestleMania, il se met quand même en gros danger face à 5 hommes et qu'il pourrait tout à fait perdre, il pourrait tout à fait cacher en plus. Voilà, bon, il commençait à l'énerver, il lui a dit arrête, tu dis un mot de plus là. Là, tu vas me gaver, là, tu vas me saouler, et là, tu vas prendre cher. Et effectivement, il a dit un mot de trop, et puis poum, Glasgow Kiss, il est tombé, Drew McIntyre est parti, le Miz est tombé, il se relève hein, petit à petit hein, de peine et de misère, et commence à faire une grosse promo quand même, une grosse promo un peu plus sérieuse déjà. Hein, on était un peu plus, on était moins dans la comédie, on va dire, habituelle. Morrison était absent d'ailleurs, il disait que visiblement il était avec un gros producteur de musique meilleur que Bad Bunny. Donc, une petite pique hein, encore pour alimenter la feud actuellement entre Bad Bunny, Damien Priest et Miz Morrison. Hein. Ça aussi c'est pour la petite parenthèse. Et c'est là que le Miz a commencé à dire bah, finalement il était plus malin que les autres et que c'était un fin stratège et que finalement bah, le danger il était déjà dans cette mallette et que finalement il n'avait pas besoin de s'ajouter dans ce match tout simplement. Donc il va finalement prendre la meilleure décision pour lui, c'est-à-dire de se retirer de l'Elimination Chamber. Voilà, il a lancé la grosse bombe dès le début d'Euro. Donc du coup il y avait une place vacante. Donc ça a laissé quand même un peu le suspense, hein, forcément. Et ça me faisait plaisir, puisque voilà, comme je vous disais, bon bah le Miz n'avait pas de chance, de toute façon, ça n'avait pas de sens que le Miz soit dans ce match. Donc pour moi, c'était très bien qu'il se retire. Sauf que backstage, il est allé voir Adam Pearce et il lui a dit bon bah mettez un jeune là, un jeune qui n'en veut à la place, hein, voilà, parce que je te remercie Adam Pearce hein, voilà, de m'avoir permis quand même de me retirer comme ça. Donc je veux te rendre tout ça, je vais te le rendre, et donc je vais t'offrir un remplaçant, un très bon remplaçant, un jeune qui n'en veut, c'est John Morrison. John Morrison. Alors c'est un peu étonné Adam Pearce, mais il lui a dit bon, je vais y réfléchir, je vais prendre ça en considération. Sauf que plus tard, on voit un segment backstage avec Kofi Kingston et Xavier Woods qui viennent aussi voir Adam Pearce en lui disant pop. Tu vas quand même pas mettre tu vas quand même pas mettre Morrison. Non, arrêtons. Rappelons quand même que Kofi Kingston est un ancien champion de la WWE. C'était même le plus récent champion de la WWE par rapport à tous les autres adversaires de Drew McIntyre. Donc il était plus que légitime, Kofi Kingston. Et là, le Miz est arrivé. Et là, il a commencé à entendre ça. Il a pas trop aimé. Ça a commencé à se chamailler. Et puis Adam Pearce leur a dit stop. Ce qu'on va faire, on va faire un Kofi contre le Miz ce soir. Si Kofi gagne, il prend le spot pour le Chamber match. Si c'est le Miz qui gagne, eh bien ce sera John Morrison qui prendra ce spot. Voilà. Pour moi, c'était effectivement un choix qui avait du sens.
plutôt bien joué de la part d'Adam Pearce hein, sur le coup. Le match a eu lieu, il était même assez bon, hein, un match très old school, hein, alors très NT, hein, le Miz contre Kofi Kingston, hein, combien de fois se sont-ils affrontés dans le passé, je ne compte plus, hein, c'est un grand classique. Victoire de Kofi, donc dans un gros match, bien disputé, mine de rien, là, je dirais peut-être même l'un des meilleurs matchs de Miz depuis bien longtemps, hein, surtout, bah, je pense que le fait qu'il n'y ait pas qu'il y ait un enjeu quand même quelque part, et qu'il n'y ait pas de Morrison dans le coin, qu'il n'y ait pas de Damien Priest, de Bad Bunny, qu'il n'y ait pas de conneries là, et ben ça en faisait quelque chose de vraiment sympathique, très compétitif, et moi je l'ai plutôt apprécié ce match. Donc victoire de Kofi Kingston, qui donc prend cette 6ème place, et ça, on en arrive donc ici, à cette nouvelle carte, qui se dessine donc au dernier moment. Voilà, alors, pour le pronostic, c'est pas facile. Alors il faut noter aussi autre chose avant de parler du pronostic. Sheamus a gagné une place très convoitée, c'est-à-dire la 6ème place d'entrée au Chamber Match pour dimanche. C'est-à-dire qu'il entrera en dernier, évidemment. Donc c'est évidemment la meilleure place. C'est un peu comme la 30e place au Rumble, quoi. Hein. Il a un gauntlet match qui a quand même duré presque 1 heure. C'était assez long, mais le gauntlet match était quand même de plutôt bonne facture globalement, hein, au niveau in-ring, c'était quand même assez solide. Alors, hormis évidemment la courte opposition entre Drew McIntyre et Orton, puisque évidemment tout de suite Alexa Bliss est apparu sur tous les écrans là, du Thunderdome pour un peu de mind game et un décompte à l'extérieur du coup pour distraire Orton. Voilà, et donc ça n'a pas duré longtemps avec Orton. Par contre les autres matchs étaient très sympathiques, hein. AJ contre Kofi. Après, Drew McIntyre contre AJ. Drew McIntyre contre Jeff Hardy aussi, qui était très décent, j'y ai trouvé. Hardy toujours un peu, voilà, un peu laborieux sur le ring, mais ça a fait le café, je trouve, ce match. Drew McIntyre donc qui a aussi éliminé Hardy. Et on s'est retrouvé donc après avec Orton et donc ensuite le confrontation finale avec Sheamus. Donc c'était quand même, ça donnait quand même un petit avant-goût de leur confrontation, puisque il faut le rappeler, c'est quand même aussi un gros élément de la storyline, c'est que on était parti à la base pour avoir un Drew McIntyre contre Sheamus. Et oui, puisque il y a eu quand même le heel turn depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, hein, depuis le Rumble match, il y a quand même eu, il s'est passé des choses, puisqu'effectivement Sheamus a turné heel, il a porté un brogue kick à Drew McIntyre alors que Edge était aussi sur le ring, hein, en train de plus ou moins montrer qu'il pourrait éventuellement être intéressé par le titre de McIntyre pour WrestleMania. Voilà, il commençait à teaser les choses. Mais Drew McIntyre donc s'est pris un brogue kick en traître par Sheamus, qui aura juste sorti comme motif que c'était voilà parce qu'il voulait son titre et qu'ils n'ont jamais, enfin c'était pas son ami tout simplement. Ce n'est pas son ami et je veux ton titre. Voilà, c'est ce qu'il lui a dit. Et Drew McIntyre lui a répondu et il lui a dit ok, moi je recule devant rien, hein, devant aucun défi et j'accepte. À contre-cœur certes, parce que t'es quand même mon ami de 20 ans. Mais voilà, bon, je le fais parce que je peux pas supporter ce que tu as fait. Voilà. Et donc, le match était, on va dire, il y a eu un accord oral, si on peut dire. Mais ce match n'avait toujours pas été fixé. Et c'était ça le problème. Sheamus aussi, il en a reparlé aussi hier. Il s'est plaint. Il dit, mais ce match, Drew me l'a accordé. Alors, moi, qu'est-ce que je vais faire Ce que je vais faire, c'est que je vais gagner le gauntlet. Je vais finir 6ème. Je vais attendre tranquillement dans ma cellule, dans mon pod, que tout le monde s'entretue. Et une fois que je serai sorti, que je vais ouvrir la porte, boum boum boum, je vais brock kicker tous ceux qui seront encore dans le match. Et il disait même, peut-être qu'avec un peu de chance, Drew McIntyre sera déjà éliminé. Oh bah alors la tâche sera encore plus aisée pour moi. Voilà. Et moi, je finirai tout le monde tranquillement et je deviendrai nouveau champion. Voilà, tout simplement. Et c'est comme ça, voilà, c'était sa promo d'avant-match. Et puis au final, il a véritablement, enfin, il a même créé une petite surprise, même si c'était quand même pour moi le favori de ce gauntlet. C'était le bon choix. Il a quand même réussi à éviter un Claymore et à porter un brogue kick pour s'imposer. Donc Drew McIntyre le dira lui-même dans une interview backstage. Il le rappelle, c'est quand même que la 2e personne, Sheamus, après Randy Orton, à avoir piné Drew McIntyre depuis ce long run de champion l'année dernière, quoi. Depuis l'année dernière. Hein. Donc c'est quand même la 2e personne à l'avoir battu. Donc c'est quand même quelque chose. C'est pas rien. Et petite promo après le match pour dire voilà, j'ai fait ce que j'avais dit, je t'ai battu,
je vais rentrer en 6ème position donc dans le Chamber match et je vais te battre puisque tu ne peux pas me battre et tu ne me battras jamais. Voilà, ça c'est une phrase qui peut être intéressante. Je trouve que c'était une phrase intéressante par rapport on va dire au pronostic. Alors on va y passer quand même au pronostic. Alors, pour moi, Drew McIntyre devrait quand même s'imposer. Il devrait conserver son titre. Ça me semble être le choix le plus logique. On va pas faire perdre le titre à McIntyre à 2 mois à peine de WrestleMania. Je trouverais ça très 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 surprenant. Et Sheamus n'est pas très loin derrière hein, en tant que favori, mais on va dire que pour l'instant le plus gros favori c'est Drew, et c'est normal. Les autres sont vraiment derrière. Je ne vois aucun des 4 autres s'imposer. Pour moi c'est Drew, McIntyre, allez à 75%, et je mets un petit 25% sur Sheamus quand même, puisque je mets 0 chance aux autres. Je mets Sheamus en 2ème option, moins probable, mais qui reste très possible, à une condition pour moi, c'est qu'il fasse justement l'idée que j'avais déjà mise en avant pour le pronostic du Rumble, en disant que Goldberg prendrait la ceinture à Drew, peut-être, pour que Drew la lui reprenne à Mania, pour qu'il ait enfin sa pop devant du public. Ça peut être le même raisonnement ici. Peut-être que Drew perdrait éventuellement son titre là, à l'Elimination Chamber, face à Sheamus, et que Sheamus le gagnerait, pour qu'ensuite les deux aient enfin leur match, le match qu'ils n'ont toujours pas eu, en 1 contre 1 à Mania, et que cette fois-ci Drew récupère ce titre et enfin ait cette pop qu'il n'a pas eu l'année dernière à Mania. Voilà, ça aussi, ça c'est peut-être un raisonnement possible. Ce serait pour moi le seul raisonnement valable pour dire que Sheamus pourrait gagner dimanche. Maintenant, pour moi, c'est pas le scénario le plus probable. Hein. Pour moi, c'est quand même conservation du titre par Drew McIntyre. Voilà. 2 choses aussi, un truc à dire, c'est par rapport à Kofi. J'ai été surpris que lors du Gauntlet match, il n'y ait pas eu d'intervention de Retribution, notamment d'Ali, puisque Ali quand même, il a quand même Kofi dans le nez, ce qui était logique. Hein. On se rappelle de ce qui s'est passé il y a 2 ans. Kofi Kingston qui avait remplacé Ali à l'Elimination Chamber, justement. Et c'était parti vers la Kofi Mania. Donc Ali qui s'était fait on va dire, blesser à l'œil par Orton, hein, il s'était retrouvé avec un gros œil au beurre noir, et donc l'œil était trop tuméfié et il pouvait pas. Il était annoncé au Chamber à la base, mais ils ont été obligés de le retirer parce que son œil était trop gonflé, et ils avaient mis Kofi à la place. Et c'était parti vers la Kofi Mania. Donc évidemment, ils y ont pensé un peu tard, mais bon, on va dire mieux vaut tard que jamais. Ali pardon, a rappelé ça il y a 2 ans. Qu'il y a 2 ans, justement, oui, Kofi lui avait un peu volé son rêve. Et donc, il y a des désirs de revanche. Donc, j'ai pas compris pourquoi ils ne sont pas intervenus sur Kofi hier, lors du Gauntlet match, mais je laisse quand même l'option ouverte pour qu'ils interviennent, ou Ali, ou même Retribution de manière générale, pour attaquer Kofi Kingston lors de son entrée, et venir s'attaquer notamment à sa jambe gauche, puisque on a pu observer que lors du Gauntlet match, AJ Styles avait pas mal attaqué la jambe gauche de Kofi, notamment à la fin avec un espèce de DDT de la jambe, un DDT sur la jambe, avant d'enchaîner avec son Phenomenal Forearm. Donc la jambe est quand même fortement atteinte. Maintenant, est-ce que ça va être un élément storytelling pour dimanche? Peut-être, peut-être pas, mais moi je l'ai noté, et peut-être que je me suis dit, s'ils le font, peut-être que justement, il va soit être enlevé au dernier moment, bon, ça ferait quand même un peu beaucoup, là, que le remplaçant soit à nouveau remplacé, ça ferait beaucoup, mais peut-être plus probablement, peut-être, qu'il se fasse attaquer juste avant son entrée, exactement, donc par Ali et par Retribution, hein, ou l'un, ou enfin, tout le clan, ou seulement Ali, ou Ali va demander à T-Bar, à Mace, ou à Slapjack de s'en occuper, bref, en le chargeant, là, boum, en le chargeant sur la jambe, vraiment pour le balayer et continuer à le blesser à la jambe, pour alimenter à nouveau la feud, puisque il y a quand même les New Day et Retribution là qui sont quand même en feud. Il y a Xavier Woods qui n'arrête pas de réclamer un match avec Rick Owens, hein, un intergender match qui pour l'instant évidemment ne peut pas avoir lieu à cause du Covid, du cas positif de Mia Yim, mais il l'a rappelé d'ailleurs Woods hier à Adam Pearce, hein, il dit hey, tu m'as toujours pas répondu, hein, moi j'attends toujours ce match. Donc il pourrait se faire attaquer exactement comme il l'a vécu. Voilà, j'avais mis l'illustration là
On s'en souvient, No Way Out 2009, il y a 12 ans de cela, Kofi Kingston entrait dans l'Elimination Chamber, sauf que au dernier moment, Edge, qui avait déjà participé d'ailleurs à un autre Elimination Chamber dans la soirée, vient l'attaquer avec une chaise et prend sa place. Et ce sera d'ailleurs le seul à participer, je crois, à deux Chamber match dans la même soirée. Il gagnera d'ailleurs. Voilà, donc je me suis dit, peut-être pour l'histoire, pour que l'histoire se répète, on va dire. Alors pas avec Edge évidemment, mais cette fois-ci avec Ali. Un petit rappel, un petit clin d'œil du passé. Ali peut-être qui viendrait remplacer Kofi Kingston ou l'attaquer. Voilà, quelque chose comme ça. S'ils le font pas, bon bah tant pis, il perdra logiquement contre n'importe qui. De toute façon, Kofi ne sera pas né, je pense, à gagner et à vivre son Kofi Mania 2, hein, comme ils le disent, comme ils l'ont dit hier. Voilà donc pour les options. Voilà, maintenant il y a quand même des hommes qui se connaissent bien. Kofi, Orton, hein, le stupid. Voilà, c'est une vieille feud qui pourrait être réutilisée là, durant le match, hein, pourquoi pas. Voilà, Jeff Hardy aussi avec Orton, hein, aussi vieux compte à régler. Enfin, vieille feud. Et évidemment le storytelling autour de Sheamus, de Drew McIntyre, ça c'est évident. Sheamus qui va rentrer en 6ème, donc évidemment, qui va rester quand Sheamus va arriver? Il va sortir de sa cellule. Il va rester combien de survivants? Est-ce que ça va être directement Drew McIntyre qui va l'attendre en tant que dernier survivant pour un duel, un joli duel? Ou est-ce qu'il en restera encore un ou deux? Alors, comme je vous disais tout à l'heure, la phrase prononcée par Sheamus hier, pour moi, peut avoir un sens, elle peut être importante. Le fait de dire « je t'ai battu et de toute façon tu ne peux pas me battre et tu ne me battras jamais ». Alors, du coup, je me suis dit, ce serait un peu idiot que Sheamus perde, soit éliminé par McIntyre. Parce que ça, du coup, si McIntyre l'élimine, bah du coup, bah, ça casse tout. Du coup, il le bat. Et point barre. Et donc, du coup, moi j'ai envie en fait que cette histoire, elle dure. Parce que, honnêtement, je pense que maintenant, autant j'avais beaucoup de doutes, je me suis dit non, ils vont pas le faire. Et pour moi, c'est pas une affiche vraiment bankable pour Mania. Mais maintenant, je me suis de plus en plus conditionné pour que Drew McIntyre affronte Sheamus à Mania. Hein. Là, je commence vraiment à y croire. Je pense que de plus en plus que ça va se faire. Maintenant, j'y crois parce que ils remettent vraiment sur le tapis ce match qui n'a toujours pas eu lieu entre les deux. C'est vrai. Ils l'ont toujours pas fait. Et bah, pour qu'ils le fassent, bah, autant le faire à Mania. Autant le faire à Mania. Et toujours avec cette petite histoire, ce storytelling autour de bah, tu ne m'as jamais battu, tu peux pas me battre et tu me battras jamais. Voilà, cette phrase de Sheamus qui peut aller, qui peut encore résonner dans la tête de Drew. Et voilà, donc pour moi ça se raconterait comme ça. Et de toute façon, bah finalement il y a pénurie. Hein. Parce que Lesnar, oui, il y a toujours Lesnar en option, mais bon, ce serait du réchauffé. Ils l'ont fait il y a un an à Mania. Pourquoi est-ce qu'il reviendrait un an il mettrait un an à revenir pour récupérer son dû, quoi. C'est du vu et du revu. Drew l'a battu clean, point barre. Ils vont pas remettre Lesnar dans l'histoire. John Cena, il va être en tournage, c'est pas possible, il sera pas là. Il devrait même pas être à Mania. Il faut mettre un heal, de toute façon. Il faut mettre un heal. Et l'histoire avec Sheamus, évidemment, elle s'écrit toute seule, en soi. Il y a un vrai historique, hein, puisque effectivement ce sont des amis de 20 ans. Il y avait même eu un petit vidéo package, hein, je crois que c'était la semaine dernière, pour démarrer Raw, qui était vraiment très bien, hein, comme d'habitude, hein, comme tous leurs vidéo package. Et je me suis dit, mais le mettez pas maintenant. Attendez le match, attendez le vrai match pour le mettre ce vidéo package, parce qu'il commençait à donner envie là. Donc réservez-le vraiment un gros vidéo package encore plus long pour leur vrai match, donc qu'on attend toujours. Et je pense que là, ils ont proposé 5 minutes de match seulement hier soir. Hein. Donc ils nous ont quand même, ils en ont gardé sous la semelle exprès, je pense, justement. Ils en ont pas trop fait. Et puis Drew McIntyre est évidemment très diminué, hein, puisqu'il était resté longtemps sur le ring. Sheamus est arrivé en dernier, donc il était en pleine forme. Et donc en plus il l'a attaqué dans le dos avant le match. Donc boum, big down, beat down. L'arbitre demande à Drew s'il va bien. Et le match commence enfin. Et finalement il n'aura pas duré très longtemps. Et victoire donc de Sheamus. Donc le match vraiment en 1 contre 1, dans les bonnes conditions, hein, à 100% pour les deux hommes, on l'a toujours pas eu. Est-ce qu'ils vont pas le faire à Fastlane? Ça resterait une affiche pour ce Fastlane aussi, hein, parce que pour moi, elle n'est pas vraiment très WrestleMania-esque, si je puis dire. Mais
tu mets qui derrière, quoi? Tu mets qui derrière? C'est ça le problème. Ça manque d'options. Autant à SmackDown, il y en a des options. Mais alors à Raw, compliqué, hein. Donc pour moi, ils vont le faire à Mania. Voilà, je me suis conditionné pour là-dessus. Et donc victoire pour moi, plus de Drew McIntyre. Et alors, s'ils font ça, alors il y a deux options. Il y a une option facile, une option difficile. Enfin, plus difficile. L'option facile, Sheamus prend le titre. Sheamus bat Drew là. Enfin, il prend le, pas forcément Drew, mais il gagne l'Elimination Chamber. Il devient champion. Bah, à ce moment-là, il faut déterminer un challenger à Sheamus pour Mania. Eh ben, Drew McIntyre, naturellement, va avoir envie de son rematch. Il va avoir un match à Fastlane. Et pour affronter qui? Bah, il pourrait affronter Braun Strowman. Puisque Braun Strowman, il faut pas l'oublier aussi, il s'est énervé auprès d'Adam Pearce, il a fait son gros retour. Il y avait un gros problème de santé là, visiblement une infection au niveau du système sanguin qui était quand même assez grave. Bon, ça faisait plaisir quand même déjà de le revoir hier soir, même si bien sûr c'était pas pour lutter. Donc quid de son retour in ring, hein, on n'en sait rien. Hein. On l'a vu au Rumble, mais ça peut prendre un peu de temps. Hein. On n'en sait rien. Mais en tout cas, il a montré à Adam Pearce que pourquoi est-ce qu'il n'est pas du Chamber match? J'étais un ancien champion universel. Sauf que Adam Pearce il dit ouais mais bon, ancien champion universel mais pas ancien champion VVE. Nuance. C'est pas pareil. Donc l'autre tu lui dis ouais tu joues sur les mots quoi, hein, arrête. Et puis il dit moi je ne suis qu'un exécutant, je suis qu'un messager hein, de Shane McMahon, hein, dit Adam Pearce. Donc voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Sauf que il a été assez menaçant, Braun Strowman, et il lui a dit alors si t'es bien le messager de Shane McMahon, ben t'iras le voir de ma part et tu lui diras de vite corriger ça. Et si tu corriges pas ça, ben en gros je vais faire du sale. Je vais faire des choses qui sont vraiment pas jolies. Vraiment pas jolies. Voilà. Donc une grosse menace de Braun Strowman. Donc est-ce que Braun Strowman ne va pas avoir son mot à dire? Est-ce qu'il va pas intervenir en plein match? Ça aussi c'est quand même un gros point d'interrogation. Moi je pense que non. Je pense qu'il n'interviendra pas. Mais par contre, ils vont maintenir ces 6 hommes en place. Et je pense qu'ils vont faire un Drew McIntyre contre Braun Strowman peut-être à Fastlane pour déterminer le number one contender face à Sheamus si Sheamus prend le titre dimanche. Voilà, ça c'est on va dire la solution facile. La solution évidente, enfin facile ou évidente si on peut dire, mais qui aurait pour moi du sens. Pour ensuite qu'évidemment Drew McIntyre batte Braun Strowman et que Drew affronte Sheamus donc à Mania. Voilà, donc ça pour moi ça serait la solution facile. Et sinon, la solution peut-être un petit peu plus compliquée, mais qui pourtant est la plus probable, c'est que Drew McIntyre conserve son titre, comme je vous l'ai dit, et que Sheamus, donc, il attend toujours de pouvoir affronter Drew McIntyre, mais si Drew McIntyre gagne l'Elimination Chamber, ça veut donc dire forcément que Sheamus a été sorti, a été éliminé du Chamber. Mais par qui? Parce que si c'est Drew, comme je vous le dis, ça raconte pas grand chose. Et du coup, l'histoire du oui, tu m'as jamais battu, tu me battras jamais, ça fout tout en l'air. Donc j'ai pas envie en fait que Drew élimine Sheamus. J'aimerais bien que ce soit quelqu'un d'autre. Alors on a des hommes comme AJ Styles avec son Phenomenal Forearm qui peut le porter à tout moment et par surprise. Orton avec son RKO qui peut porter à tout moment par surprise. Je verrais bien l'un de ces deux hommes pouvoir faire ce job. Voir un Trouble in Paradise de Kofi aussi pour sortir Sheamus. Voilà, peut-être un truc un peu surprenant pour au moins protéger Sheamus. Parce qu'il va falloir le protéger dans ce match. Il est 6ème, c'est déjà une grosse place. Selon les hommes qui vont rester, j'aimerais vraiment pas que ce soit Drew qui le batte. Voilà, c'est juste ça mon idée. Jeff Hardy, je pense qu'il est juste là pour une chose, c'est faire sa senton bomb du haut d'une cellule. Voilà, il l'avait déjà fait récemment, je crois que c'était sur AJ Styles, sur un coin du ring, directement à partir d'une cellule. Il était juste venu pour faire ça. Hein. Voilà, je pense qu'il va refaire un peu la même chose, mais il va pas rester très longtemps dans le match, je pense. Voilà, donc je pense que Drew va conserver, mais Sheamus, à mon avis, il va falloir le protéger. Il faudrait pas qu'il perde contre Drew,
Ça, c'est mon idée. Et donc, l'idée, c'est que Sheamus, s'il perd, s'il se fait éliminer, il est quand même, vu qu'il a quand même toujours ce match qui n'a pas eu lieu face à Drew, il affronte à Fastlane l'homme qui l'aurait éliminé. L'homme qui l'aurait éliminé du Chamber. Puisque évidemment, enfin, ça c'est mon raisonnement à moi, Sheamus a un match de championnat, sur le principe. Quelque part, il a 2 vies. C'était un peu comme le Miz, hein, finalement. Drew McIntyre, Sheamus, il a 2 vies. Puisqu'il a ce match assuré, en tout cas oralement, un accord verbal avec Drew McIntyre, mais il a ce Elimination Chamber en plus. Donc il a aussi, quelque part, il a 2 vies. Donc s'il perd cette première vie en perdant à l'Elimination Chamber, il lui reste toujours cette deuxième vie, ce match qui avait été, on va dire, accepté, ce défi accepté par Drew. Mais si quelqu'un arrive à l'éliminer, Sheamus, ben, il pourrait avoir aussi son mot à dire. Donc peut-être que celui qui éliminera Sheamus affrontera justement Sheamus pour définitivement établir le challenger numéro 1 de Sheamus à Mania, qui sera là à ce moment-là très probablement Sheamus, puisque de toute façon on va y venir au Sheamus Drew McIntyre, on va y venir, ils vont le faire. Fastlane, peut-être, Mania un peu plus probable, ça c'est mon avis personnel. Voilà, donc pour résumer, pour moi le plus probable, victoire de Drew McIntyre. Sinon, vraiment, en deuxième choix, mais vraiment, la seule option pour moi, Sheamus, pour que Drew ait sa pop et batte enfin Sheamus clean à Mania. Peut-être. Je serais surpris, mais peut-être. Je pense que j'exclurais le cash-in du Miz, hein, j'en ai pas parlé, mais j'exclurais le cash-in du Miz. Pour moi, il pourrait le faire, mais je ne pense pas qu'il le fera. Pour moi, il va encore patienter Il va patienter. Mais attention, puisqu'évidemment, il peut cacher aussi sur le champion universel. Hein. Il l'a rappelé d'ailleurs hier dans sa promo. Il peut frapper à tout moment. En tout cas, il a bien joué. Dans sa promo, il a bien joué sur l'incertitude. Et on ne sait pas, il dit à chaque fois, voilà, je peux dire que je vais le faire, mais ça ne veut pas dire que je vais le faire. Voilà, je tease, mais ça ne veut pas dire que je vais le faire. Voilà, en gros, il était en train de marcher un peu jouer sur l'incertitude. Voilà donc pour les clés de ce match, hein. Il y avait beaucoup de choses à dire. On va enfin pouvoir passer à l'autre gros morceau, l'Elimination Chamber masculin de SmackDown. Cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un match de championnat, mais d'un number 1 contender match entre Cesaro, Daniel Bryan, Kevin Owens, Jey Uso, Baron Corbin et Sami Zayn. Alors, à cette fois-ci, c'est vrai que la logique WWE, hein, toujours, parfois on se pose des questions quand même. Autant pour Raw, ils ont directement mis tous les hommes du Chamber, sans match de qualif, sans rien. Juste en disant, on va prendre des anciens champions VVE. On va pas se faire chier. De toute façon, le pay-per-view, c'est déjà dans la semaine d'après. On n'a pas le temps. Allez, on va placer les 6 hommes. Alors que là, ils ont, alors via d'ailleurs Sonya Deville, qui a été de bons conseils auprès d'Adam Pearce. Adam Pearce d'abord, pour faire chier un peu Reigns, lui a mis dans les pattes Kevin Owens, encore une fois, et Jey Uso. Ça, c'est vraiment pour faire chier Reigns. Ça l'a énervé, bien sûr. Mais il a résisté quand même aux provocations et à la brutalité de Reigns lorsqu'il s'est approché de lui. Il a tenu bon. Sonya Deville en coulisses l'a félicité. Ah, t'as résisté quand même, t'as tenu tête à Reigns, félicitations. Moi, je pensais à un truc. Pour déterminer les 4 autres adversaires, si on faisait des matchs tag team. Et ils l'ont fait. Et puisque, effectivement, Roman Reigns n'est pas du match. Initialement, il aurait dû défendre son titre, exactement comme McIntyre. C'est ce qu'avait dit Adam Pearce. Sauf que, évidemment, Paul Heyman a mis une petite entourloupe, hein, un petit coup de canif dans le contrat. Il a rajouté sa petite patte à lui en disant non. Reigns, il n'a pas besoin d'être de ce match. Il prendra le vainqueur le même soir. Voilà, et évidemment, pour le gros truc de heel, hein, bien bâtard. Évidemment, le mec qui va gagner l'Elimination Chamber sera bien diminué. Et Reigns va prendre le vainqueur tout frais. Tout frais. Évidemment, voilà, c'est vraiment de la pure hit. Alors, bon, je suis pas fan de la stipu en soi. Alors, certes, ça a du sens par rapport au personnage de Reigns, hein, et par rapport à ce qu'il incarne actuellement.
Mais bon, sur le principe que le gars qui gagne le Chamber fasse un autre match dans la soirée, waouh. Alors ouais, certes, tout à l'heure je parlais de Edge, qui avait quand même fait lui 2 Chamber matchs dans la même soirée, hein, c'était quand même pire, mais quand même, je trouve pas ça terrible, évidemment pour l'équité, et évidemment on a du mal à se dire que quelqu'un pourra créer l'exploit et battre Reigns, surtout à un mois et demi de WrestleMania, quoi, hein, même pas 2 mois de WrestleMania. Hein. Alors déjà on va aller dans l'ordre, on va d'abord essayer de voir qui peut gagner ce match. Pour moi je n'en vois, allez, j'enlève les trois heals, on va dire, Jey Uso, Corbin, Zayn, on évacue, pour moi c'est du remplissage, ça va dégager. Alors Jey Uso, évidemment, il y a des choses à raconter, hein. Il y a des choses à raconter, surtout avec Kevin Owens, mais même aussi avec Daniel Bryan, hein, parce qu'il y a eu aussi des... il avait quand même bien blessé, hein. Jey Uso avait quand même bien blessé Bryan, mais malgré ce story... Voilà, il y a du storytelling qui sera raconté avec Jey Uso, mais je vois pas du tout aller encore une fois affronter Reigns, en plus il l'a déjà fait. Stop. Kevin Owens, il est favori, enfin il est co-favori quasiment, on va dire, avec Cesaro à l'heure actuelle. Daniel Bryan, il est troisième, il est un peu plus en retrait Bryan actuellement, et effectivement, ça pourrait, effectivement, il pourrait le faire. Il pourrait le faire gagner Bryan, mais je trouve qu'actuellement, il se met beaucoup en retrait, il se couche beaucoup pour mettre en avant la mid-card de l'ombre, hein, les Nakamura, les Cesaro, les Otis, les Gable actuellement là. Il fait un gros travail à ce niveau-là, on sent qu'il est derrière, un peu dans la production du show, avec Paul Heyman d'ailleurs, et qui propose voilà, vraiment une grosse mise en avant de ceux qu'on voit pas suffisamment. Apollo Crews aussi également, voilà, par exemple. Donc, je vois, pour moi, ça n'irait pas dans le tempérament de Bryan, de se dire, voilà, je mets la mid-card là en avant, là, parce que moi, je suis plutôt en fin de carrière, je suis un peu sur mon dernier run, j'ai pas besoin de ça. Je veux m'attribuer ma victoire là, alors que je perds tous les matchs actuellement, et je veux m'attribuer ma victoire à l'Elimination Chamber. Ouais, non, ça serait pas très Bryan dans l'esprit. Je serais très surpris qu'il le fasse. Je pense pas qu'il va gagner. Je pense pas qu'il va gagner. Et le plus logique, c'est soit Cesaro, soit Kevin Owens. Kevin Owens, je pense qu'il a quand même, alors, il a quand même un petit peu un petit handicap, c'est qu'il a quand même eu beaucoup de chance déjà. 3 chances. 3 chances à TLC, à SmackDown, là, le SmackDown spécial de Noël, en Steel Cage match, au Royal Rumble. Donc 2 pay-per-view d'affilée, notamment. Donc s'ils font encore une 4e confrontation, et donc 3 pay-per-view d'affilée pour Owens face à Reigns, ce serait lourd. Hein. Ce serait quand même lourd. Quand bien même, à chaque fois, Owens, effectivement, il perdait de façon protégée. Hein. Il y avait toujours une intervention, une merde. C'est vrai qu'il a jamais gagné, il a jamais perdu clean, hein, véritablement, hein, Owens, hein, face à Reigns, il faut le dire. Reigns, il est quand même finalement assez coward hein, dans ses agissements. Hein, il a toujours besoin de quelqu'un. Ce qui est bizarre d'ailleurs, parce qu'en soi, il a pas besoin de quelqu'un, le gars, il est badass, il est fort, il est costaud, il est puissant, il est impressionnant, il n'a pas besoin de gagner grâce à quelqu'un, franchement, notamment Jey Uso, ou voir Paul Heyman. Sur le principe, il n'a pas besoin. Bref, c'est pas grave. Mais il continue de jouer sur ce personnage un peu, voilà. Je me la coule douce, j'ai pas envie de me faire chier. Je prends le gagnant. Voilà, le gagnant qui sera à 4 pattes, quoi, en gros, hein. Faut le dire. Donc, moi, je partirais bien sur Cesaro. Voilà mon prono. Je partirais bien sur Cesaro, qui bénéficie d'une grosse mise en avant actuellement. Encore un énorme travail de Daniel Bryan. On l'a encore vu à Talking Smack la semaine dernière, où il a fait une promo avec Cesaro à ses côtés, et il lui a laissé la parole. Il lui a dit en gros, il a prévenu Paul Heyman en disant, moi je peux gagner, mais ça pourrait être aussi cet homme-là, qui se casse le cul depuis des années, qui est là tout le temps sur le ring. Il est là, il est présent, il ne recule devant aucun défi, il se bat tout le temps. Je le connais depuis de nombreuses années. Cesaro, il le présente et il se casse. Il se casse, Bryan. Il laisse la lumière. Il laisse les projecteurs sur Cesaro. Encore une fois, un très gros travail de Bryan pour la mise en valeur. Et là, boum, la promo de sa carrière, Cesaro. Grosse promo qui venait du cœur. Hein, pas scripté, hein, vraiment pas scripté. Pour dire à quel point, voilà, effectivement, il s'est cassé le cul depuis toutes ces années. Et pour crier
son amour pour le catch. Il l'a dit, I love wrestling, I love wrestling. Voilà, une grosse promo bien prenante, captivante. Alors malheureusement, elle a toujours ses petits défauts de prononciation, de diction, un accent qui fait qu'on ne comprend pas toujours très bien ce qu'il dit. Et je me demande si finalement, c'est pas en partie ça qui un peu a brisé son élan et ne lui a pas véritablement permis de briser ce plafond de verre. Hein. Il faut le dire. Je pense que ça peut jouer. Hein. C'est un peu comme Nakamura. Le gars, il dit pas un mot de français, un mot d'anglais, pardon. C'est compliqué. C'est compliqué. Alors vous me direz, il y a Asuka qui est dans le même mood. Mais Asuka, pour moi, elle s'en est sortie parce qu'elle était divertissante. Notamment l'année dernière, en plein confinement. Alors elle gesticulait, d'ailleurs elle ne parlait qu'en japonais. Donc c'était pas un problème finalement. Elle arrivait à C'était, je pense, Vince qui était amusé par ça. Elle gesticulait, elle arrêtait pas de gueuler en japonais. Ça amusait sûrement Vince et ça lui a permis quand même d'avoir ce long run qui est toujours en cours actuellement. Donc voilà. Mais Cesaro, il a pas vraiment ça. Il peut pas vraiment jouer là-dessus. Il a pas, voilà, il manque ce petit poil de charisme, il manque ce petit truc en plus. Effectivement, c'est problème de diction, donc en promo, c'est pas top. Il manque un truc qui, je pense, un côté fun qui se démarquerait, un truc un peu, justement, entertainer, le fameux E de la WWE. Il est peut-être trop W justement. C'est peut-être trop le deuxième W de la WWE, plus que le E si cher à Vince McMahon justement, et qui c'est peut-être là justement qu'il pêche. Il a fait une très grosse promo, longue. On lui laisse rarement aussi autant de temps hein, d'habitude, mais c'était à Talking Smack, c'était pas à SmackDown. Mais elle était vraiment très bonne cette promo. Et on a envie d'y croire. Il a battu Bryan. Il a montré d'ailleurs, il a même dit à Bryan, moi je t'ai déjà battu, donc voilà, hein, moi si je devais t'affronter après par la suite, moi y a pas de problème. Et donc, il a des petites ambitions, et il se dit qu'il pourrait être champion aussi. Et donc je pense que ce serait Cesaro, avec un argument supplémentaire, c'est qu'on a vu le grand retour de Seth Rollins vendredi dernier, où il a parlé, seul, face à pratiquement tout le roster qui était autour du ring, sauf qu'on a cru qu'il était en train de tourner face, en disant il est devenu père, une superbe petite fille, et puis là, à un moment donné, il a commencé à dire « Je veux être votre sauveur à tous !» Je peux faire un meilleur show pour vous, enfin vous proposer un meilleur show pour vous, un meilleur SmackDown, voilà. Et il a commencé à nouveau à faire son discours de Messiah qu'on lui connaît. Et là évidemment tout le monde est parti, tout le monde l'a abandonné, il est reparti au vestiaire, sauf Cesaro. À l'heure actuelle j'ai toujours pas vraiment compris pourquoi Cesaro était resté. Hein, on ne l'a pas vraiment expliqué. Sauf qu'après il est commencé à partir. Enfin il avait l'air un peu captivé. Mais il a commencé à partir, sauf que au moment où il commence à aller dans l'allée, boum, attaque dans le dos. Rollins l'attaque dans le dos, des petits coups de pied, il s'attaque un peu à sa jambe, et Bryan vient faire le save. Et là, voilà, on s'arrête là-dessus. Donc, évidemment, une petite incertitude. Est-ce que tu pourras combattre plus tard dans la soirée? Parce que Bryan et Cesaro affrontaient Ziggler et Roode, hein, les Dirty Dogs, pour être dans l'Elimination Chamber. Donc, Corbin et Zayn s'étant qualifiés, en battant Mysterio père et fils. Hein. Ce qui n'était pas forcément très prévisible, hein, il faut le dire. Hein. C'était pas forcément évident à prédire. Mais par contre les Dirty Dogs et Cesaro Bryan, pour moi c'était très clair que Cesaro Bryan allait se qualifier. Et ils l'ont fait. Hein, ils l'ont fait, voilà. Et victoire de Cesaro encore une fois. Donc avec un sharpshooter sur Ziggler. Donc il a une grosse mise en avant. Encore une fois, Bryan ne se prend pas sa victoire. Il laisse Cesaro briller avec son sharpshooter. Qui est aussi une grosse prise là, hein, pour lui, hein. Il n'y a pas que le neutralizer. Il avait battu Bryan comme ça hein, aussi. Hein. Il l'avait fait abandonner aussi sur un sharpshooter. Donc là, vraiment, pour l'instant, sharpshooter dévastateur. Intéressant. Et donc, cette qualification. Et évidemment, Bryan Rollins, c'est possible. Bryan Rollins, à Mania, c'est ce que je pensais. C'est ce que j'ai pensé dans un premier temps, puisque je me suis rappelé que Rollins avait éliminé Bryan au Rumble. Un peu en opportuniste. Il était à l'extérieur du ring, il est revenu, il lui a porté un curb stomp, puis il l'a dégagé. Donc peut-être que c'était le début de quelque chose. Mais maintenant que Rollins s'en est pris à Cesaro, j'ai un petit doute. Je me suis demandé finalement si c'était pas un Rollins-Cesaro qu'on était en train de nous préparer.
à Mania. C'est la raison pour laquelle je pense peut-être que l'idée c'est que Cesaro gagne le Chamber, mais que juste dans la foulée, peut-être, juste dans la foulée, attaque de Rollins. Rollins s'attaque sauvagement à Cesaro, attaque à la jambe peut-être encore une fois, attaque à la jambe, un peu comme il avait commencé à faire à SmackDown. Et là, il le met vraiment mal. Hein. Il le met vraiment très mal. Là-dessus, petit segment backstage un peu plus tard dans la soirée, on voit Cesaro à l'infirmerie. Là-dessus, on se dit, bon, est-ce qu'il va pouvoir affronter Reigns ou pas? On voit Bryan qui arrive à ses côtés pour lui dire, alors, ça va le faire ou pas? Tu penses que tu vas pouvoir le catcher ou pas? Et Cesaro va dire, oui, je suis solide, je suis un tough guy. Et d'ailleurs, Bryan l'a dit d'ailleurs en interview à SmackDown la semaine dernière, avec Cesaro à ses côtés. Il lui a dit, c'est un tough guy. Donc il a pas, voilà, on peut l'attaquer une fois, c'est pas ça qui va l'empêcher de combattre plus tard dans la soirée. Hein. Donc ils peuvent peut-être reproduire ce segment, on va dire, de SmackDown, le refaire à nouveau, le reproduire à l'Elimination Chamber. Attaque de Rollins sur Cesaro post-match. Et donc là, Cesaro affronterait peut-être Roman Reigns. Voilà un peu mon scénario qui me paraîtrait être le plus logique. Et donc on va passer tout de suite au match suivant. Roman Reigns contre, justement, pour moi, l'un des trois. Parce que j'ai exclu les trois heels, comme je vous expliquais. Il restait, pour moi, Owens, Cesaro, Bryan, pour affronter Reigns. Pour avoir un face contre heel classique. Et pour continuer à appuyer la hit. Hein. La hit. C'est plus facile sur un face. Comme je vous l'ai dit, Bryan, pour moi, il est trop en retrait actuellement. Il met les autres en valeur. Donc pour moi, ça n'aurait pas trop de sens qu'il tout à coup il s'accorde cette victoire. Owens, on l'a beaucoup vu. Pour moi, ça raconte pas grand chose qu'Owens, pourquoi faire? Qu'il affronte à nouveau Reigns pour se faire encore enfler? Encore? Une quatrième fois? De toute façon, Owens, il va pas affronter Reigns à Mania. C'est bon, hein, on la connaît cette feud maintenant. Hein, ça commence à dater. Stop. Donc, Cesaro, pour moi, c'est la bonne opportunité. Il a tellement pas eu grand-chose en tant que de mise en valeur, hein, en tant que lutteur solo, hein, que en équipe. Alors là, en équipe, il a largement brillé, mais en solo, finalement, pas tant que ça. Donc, ce serait vraiment une très très belle opportunité pour lui. Donc, Cesaro, c'est donc mon choix. Et pour le pronostic, alors là, quoi qu'il en soit, vous mettez n'importe qui face à Reigns, Reigns conserve. Alors là, pour moi, c'est sûr et certain, Reigns va conserver. Il faut de la hit. Il faut que Reigns continue de se faire huer par tout le monde et en agissant vraiment un peu en coward, même si ça me fait chier qu'un mec comme Reigns se comporte comme ça. Ça devrait pas être son personnage. Il devrait être un champion combatif, mais qui casse des bouches, quoi. Mais pas en arrivant en retard au match, en attaquant par derrière, en se faisant aider par Jey Uso, par Paul Heyman ou je ne sais qui d'autre. Faudrait qu'il soit un petit peu plus, qu'il porte un peu plus ses couilles, quoi. C'est ça qui me manque un peu par rapport à son personnage quand même de Head of the Table et de Tribal Chief. Donc peut-être que un Cesaro diminué affronterait Reigns, un match qui serait pas très long, je pense, qui devrait être à mon avis le main event. Hein. Il pourrait être le main event, sauf s'ils mettent l'Elimination Chamber d'Euro. Mais ils peuvent ouvrir le show et clôturer le show avec le Chamber, les deux Chambers, ou alors forcément le match de Reigns il aura lieu après le Chamber de SmackDown, ça c'est évident, mais pas forcément dans la foulée. Je pense que pour qu'il y ait une certaine équité, on va dire un côté un peu plus sportif, il faudrait laisser du temps entre les deux matchs, entre le Chamber et le match de Reigns. Ce serait quand même plus logique. Donc moi je serais pas étonné de voir le Chamber de SmackDown en opener et un peu plus tard, peut-être en main event, le match Reigns contre le vainqueur. Voilà. Mais il faudra vraiment écarter en tout cas les deux Chambers. Ça c'est sûr qu'ils vont être écartés dans la soirée. Ça c'est sûr. Mais si je devais miser sur un opener, je mettrais plus justement celui de SmackDown. Le Chamber de SmackDown. Et donc Cesaro qui perdrait. Alors, est-ce qu'ils vont lui donner suffisamment d'offense, ou alors qu'il va être vraiment complètement crevé et Reigns va le terminer très rapidement? Ça va être un squash, c'est possible. Parce que je pense que si Cesaro brille véritablement au Chamber, genre il attaque le match dans les deux premiers, et fait un Chamber vraiment du tonnerre qui va durer une demi-heure en résistant à tout le monde et en s'imposant, là,
ça placerait Cesaro sur la carte. Alors malheureusement, il n'y a pas de Cesaro Section, hein, il n'y a pas d'élan, il n'y a pas de Cesaromania, hein, comme à Kofi. Comme avec Kofi, évidemment, il n'y a pas de public, donc c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Mais je pense qu'ils peuvent déjà mettre une grosse, faire une grosse prestation à Cesaro dans le Chamber pour que ce soit plus véritablement indispensable que Cesaro fasse aussi une grosse presta face à Reigns. S'il a déjà fait sa grosse presta au Chamber de façon héroïque, voilà, bah, s'il se fait attaquer par Rollins, bon bah il sera faible, mais on comprendra. Voilà, ça sera très compréhensible. Voilà, il n'aura pas besoin d'une nouvelle prestation héroïque face à Reigns, qui à mon avis de toute façon Reigns va, je suis pas sûr qu'il fasse une prestation très longue dans cette soirée. Voilà, je pense que Roman Reigns va conserver, pour moi ça ne fait aucun doute, et qu'on va quand même partir sur un Reigns contre Edge, parce que finalement je vous ai pas parlé de la suite, mais pour moi, de plus en plus, je pense que Edge va affronter Roman Reigns. Ça semble déjà ça commence déjà à sentir bon ce match, parce que ça se tease un petit peu, Paul Heyman en parle dans les segments. C'est le truc qui est un peu plus avancé, on va dire. Parce que Edge, finalement, à Raw, on n'en parle pas. Hier, on n'en a pas du tout parlé de Edge. On parle un peu plus de Sheamus et de Drew McIntyre, là, qui doivent faire leur match, mais on ne parle pas de Edge. NXT, bon, bah, il a fait coucou, mais... Alors, on va sûrement le voir. C'est possible qu'on le voit cette semaine. Peut-être faire un petit tour, mais... Je vois pas Edge s'infiltrer à NXT pour le titre. Non, non, je pense pas. Il va pas affronter Balor, je ne pense pas. Donc Edge va aller affronter Reigns, pour moi c'est comme ça. Et Drew McIntyre devrait affronter Sheamus. Voilà pour moi les deux matchs de Mania. Les deux gros matchs pour les titres suprêmes à Mania. Pas de cash-in du Miz, j'y crois pas dans la soirée. Pour aucun des deux Chambers. Enfin, pas le Chamber d'Euro, mais pas non plus pour le match de championnat de Reigns, quoi. Je vois pas Reigns, je vois pas le Miz caché. Je sais même pas comment ils vont faire pour l'utiliser ce match, hein, pour utiliser cette mallette. Hein. Ça devient vraiment problématique. Voilà. Ah, il y a quelque chose qui me revient spontanément. Je pensais à Morrison et au Miz. Taya Valkyrie, qui vient de signer à la VVE. Pourquoi pas une autre option pour affronter Asuka. Tiens, voilà, j'y pense comme ça. Ce serait très surprenant, mais surtout de donner un match de championnat à quelqu'un qui est même pas... qui vient à peine d'être signé, ce serait très couillu. Mais voilà, je balance comme ça en l'air, une quatrième option, Taya Valkyrie, voilà. Hop, emballé c'est pesé. Voilà, donc on s'arrête là. Voilà pour la vidéo donc des pronostics d'Elimination Chamber. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolé, hein, j'ai fait 1h15, il y avait beaucoup de choses à dire. Parce qu'il y avait beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup de fantasy booking que j'avais des idées en tête. Plein de choses qui peuvent se passer, des changements, des remplacements, des attaques, des blessures, des remplacements, etc. Ouais. Donc beaucoup d'incertitudes, des matchs qui n'ont pas encore été officialisés. Je pense qu'il y en aura un ou deux. Donc on verra. On se retrouve la semaine prochaine. Peut-être alors soit lundi soir, soit mardi, enfin dans la nuit de lundi à mardi, enfin voilà à peu près, pour débriefer tout ça. Ce show qui sera pour moi peut-être un peu plus un show intermédiaire. C'est pour ça que je vois pas véritablement de changement de ceinture. Je vois pas de changement de ceinture ici. Pour moi, non, j'en vois pas. Et d'ailleurs, j'en ai pronostiqué aucun dans cette soirée. Je peux me tromper, bien sûr, mais pour l'instant, je n'en vois pas. Et j'attendrai bien sûr SmackDown, parce que SmackDown peut peut-être nous apporter des éléments supplémentaires pour les pronostics, par rapport à Rollins notamment, et peut-être s'il continue de teaser quelque chose entre Rollins et Bryan, ou Rollins et Cesaro. Ce qui fera peut-être changer ou pas mon pronostic. Hein. On sait jamais. Mais pour l'instant, Cesaro. Pour moi, ce sera mon choix. Voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer ça aux petits oignons. Je salue bien sûr, comme d'habitude, Enzo et Cody des rebuts du catch, mes camarades J. Mark Sens ou Jack Jones hein, sur Twitter et Papy Catch. Je salue aussi Catch-Up, hein, la team Catch-Up, avec Tonton Chris qui me fait quelques commentaires et je le remercie de m'écouter. Il m'a fait une petite proposition effectivement pour le contacter. Faut que j'y réfléchisse encore, c'est surtout un problème d'agenda surtout. Donc je te tiens au courant Tonton. Et un salut aussi au camarade Gino Lamafrode, toujours avec ses commentaires très pertinents, riches, dense, mais toujours très intelligent et bien écrit, bien rédigé. Et ça, c'est ce que j'aime dans le catch. J'aime qu'on parle vraiment longuement de catch, qu'on développe, qu'on explique,
Voilà, c'est ça pour moi le catch. Et c'est expliquer les choses, c'est essayer de comprendre, développer son idée, ses opinions, même si on n'est jamais d'accord. C'est toujours comme ça le catch. Il y a beaucoup de débats, des désaccords, des préférences, forcément pour l'un ou pour l'autre, pour un match, pour un show, pour un booking. Évidemment, mais c'est ça le catch, c'est ça le catch. Et c'est comme dans toute discipline, comme toute science, c'est comme ça. On a nos avis, et bah, c'est ça. Voilà, mais c'est du débat, c'est du débat, et moi c'est ce que j'aime. Voilà, c'est comme ça, et c'est pour ça aussi que j'adore le catch, tout simplement, et que j'en parle, et que je vous fais partager ma passion depuis maintenant plus de 4 ans. Voilà. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien, très très bonne semaine à vous, et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, et plus que jamais, vive le catch, et zéro miedo! Ciao à tous.